Berceau de la colonisation dans Charlevoix, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François se tient entre le fleuve et la montagne. Sa riche histoire a bien entendu été façonnée par diverses périodes, notamment l'arrivée de son premier fermier, Guy Bouchard, au chantier de Goélette, en passant par l'essor de la pêche à l'anguille. TVCO vous propose aujourd'hui de venir découvrir deux endroits étroitement liés à son patrimoine culturel. Notre première destination aujourd'hui est la chapelle Maillard. Celle-ci ayant été fondée en 1951, a été récemment rénovée et propose désormais un atelier pour artistes et un comptoir de produits locaux. Tout cela en plus d'exposer des œuvres d'artistes de la région. Je suis présentement assis avec M. Richard Tremblay, qui est responsable de la chapelle Maillard. Vous avez joué un rôle dans la rénovation de la chapelle. Un rôle, oui, depuis 2 ans. On a essayé de la remettre à jour, premièrement. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que la chapelle, c'est le point d'ancrage de Petite-Rivière-Saint-François. C'est l'arrivée. Et c'est pour cette raison-là que la municipalité, cette année et l'année passée, ont fait de gros efforts pour la remettre à jour. Et moi, j'ai commencé l'année passée, pas beaucoup, parce que ce qui arrive, j'ai commencé vers le mois de juin. Alors, on n'avait pas tellement le temps, mais cette année, oui, j'ai commencé à la fin mars. Alors, repeindre, trouver une situation qui plairait aux gens. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a mis 3 plans à l'intérieur de la chapelle, ce qui veut dire au niveau des artistes, au niveau de l'histoire et au niveau des artisans. Alors ça aussi, ça répondait bien à l'attente des gens. Et à l'extérieur aussi, la municipalité s'est impliquée encore beaucoup pour refaire quelque chose de bien, une belle présentation pour les gens. Et c'est un peu ça. Alors, quand les gens arrivent, c'est qu'on peut se permettre de leur offrir un moment de détente. Ici, en regardant les artistes, cette année, on en a plusieurs. En tout et partout, cette année, on a quand même 36 artistes et artisans. On s'est permis, d'ailleurs, la porte a été ouverte aux gens de l'extérieur, ce qui veut dire on en a de Montréal, on en a de Québec, on en a de Saint-Cyrénée, j'en ai de la Malbaie, j'en ai de l'île aux Coudres, j'en ai d'un peu partout. Et ça, c'est vraiment agréable parce que faut voir la différence. Tu sais, si tu aimes une toile puis tu en vois une autre, il y a une différence. Alors, il faut voir la différence. Au niveau artisan, c'est la même chose aussi. Il faut voir la différence au niveau du travail. Si on regarde au niveau du verre, il y a une dame qui fait de magnifiques choses, mais avec du vieux verre. On voit une différence avec une autre personne qui ne le fait pas avec du vieux verre. Tu sais. Mais c'est très agréable de voir toutes ces choses-là. Et c'est pour cette raison-là que cette année, on est un peu fiers de la chapelle de Maillard. Tout ce qui est ici, c'est sûr et certain que c'est à vendre, sauf ce qui est représenté comme l'histoire, non, on ne touche pas à ça, mais tout ce qui est ici, en général, c'est à vendre. Et il y a des prix quand même intéressants, mais il ne faut pas oublier que c'est de l'artisanat et c'est des artistes aussi. Mais quand même, ça vaut la peine, c'est des prix intéressants. Beaucoup de gens achètent, comme Annette Lavoie qui fait de très belles choses aussi. Il y a des peintres qui font des toiles, mais qui les représentent sur leur carte. Justement, la chapelle, elle a été fondée en 1951, si je ne me trompe pas. Il y avait sûrement un certain état de dégradation. Hein. Ça vous a posé des défis au niveau de la rénovation, non? Non, la rénovation, c'était le défi surtout de la municipalité. Si on regarde à l'extérieur qui a été refait l'année passée, la municipalité a tout refait à l'extérieur de la bâtisse. Elle a refait en avant. Ici, à l'intérieur, c'est compris et entendu que c'est elle qui a tout, qui paye tout, il faut se le dire. Là. Et le travail, bien, c'est moi qui l'ai fait. Le but premier aussi de la chapelle, c'est de l'information touristique.
Alors, ça a été son but premier pour la municipalité à son ouverture, information touristique. À la fois, en l'an 2000, elle a fait faire ces magnifiques toiles qu'on voit d'ailleurs, que notre ami a pris en photo, en film. Guy Paquette qui fait tout le mur au complet en avant. Et 4 autres magnifiques toiles qui représentent aussi de quoi les gens vivaient et comment vivaient-ils dans la communauté. Ça, c'est ça. Et au niveau, après l'informatique, ils se sont dit maintenant, non, au niveau de l'histoire. Et aussi, on va ouvrir les portes aux artistes et artisans. J'ai dit oui, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Esprit d'ouverture, on va ailleurs, on va aller chercher les idées des gens d'ailleurs et ça va bien aller. Et c'est ça qui est arrivé aussi, c'est ce mélange-là des trois qui est très agréable. Au niveau historique, au niveau du tourisme, on a tout ce qu'il faut pour aider les gens quand ils arrivent, à savoir qu'est-ce qu'on a à Petite-Rivière à offrir et qu'est-ce qu'on a aussi à offrir aux gens à l'extérieur aussi. C'est très agréable. Et au niveau de l'histoire, on part de 1603 avec Champlain. Alors, ce qui veut dire que 1603, 1675 avec Claude Bouchard et sa famille qui se sont installés. Et on a eu après ça les Tremblay, les Lavoie, les Bouchard, les Simard. Comme on sait si bien que le lac Saint-Jean, tous les Tremblay partent d'ici. Les Bouchard, les Lavoie, les Simard, eux autres, c'est un peu au Québec parce que les premiers qui sont arrivés, les premiers colons sont arrivés ici en premier. Ils ont parti de la France et après ça, sont arrivés ici à Québec. Alors, ils se sont tous emmenés ici, ces familles-là. Et après ça, se sont dispersés avec les générations. Ici, à Petite-Rivière, il y avait pour vivre, d'abord, premièrement, les gens vivaient bien. Pas richement, mais ils vivaient bien. Ils vivaient de la terre, de la mer et de la montagne. C'était les 3 points principaux de quoi les gens vivaient. Il y a eu aussi, vers les années 1933, on a vu arriver l'ère des goélettes à voile. Et après ça, on a eu dans les années 40-45 l'ère des goélettes maintenant à moteur, jusqu'à la dernière qui a été construite, le Jean Richard, en 1959. C'était la dernière goélette. Il y en a une encore de Petite-Rivière, la Jean-Yvan, qui, tout le monde le sait, elle est au musée de Saint-Joseph-la-Rive. Et heureusement, ils l'ont très bien conservé et c'est bien comme ça. Petite-Rivière, maintenant, à dire comme on dit, faut qu'elle ait un passé, parce que si elle n'a pas de passé, si on n'a pas de passé aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'avenir, OK? Et maintenant, on a un avenir, que tout le monde le sait, avec tout ce que c'est qui s'en vient, mais on espère qu'il y a un bon mélange de tout ça, tu sais, qu'il n'y ait pas de destruction ni d'un côté ni de l'autre, mais je souhaite vraiment que les deux se marient pour qu'on puisse faire de Petite-Rivière-Saint-François un lieu de détente et agréable, surtout. Moi, il y a une chose qui m'importe beaucoup, énormément même de ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier son histoire. Ça, c'est primordial pour moi. Si tu n'as plus d'histoire, tu n'as plus rien. Il ne faut jamais, jamais oublier son histoire. Et à ce moment-là, tu vas loin. C'est ça pour moi qui est primordial. On regarde en plein centre ici. En général, ce sont tous des artisans qui ont fait un magnifique travail durant l'hiver. Et c'est vraiment bien fait. On a de ce côté-ci, on a Annette Lavoie aussi qui représente, elle, toutes ses toiles sur carte. Ça, c'est magnifique aussi. On a le four à pain au niveau de travail de bois. Ça, c'est très intéressant. En général, les produits que vous avez ici, ce sont des produits de Charlevoix, mais de très bons produits. On a le moulin banal, que tout le monde connaît, des éboulements. On a aussi le café de Charlevoix. On a Ida Bouchard, une femme de Petite-Rivière, qui fait de magnifiques toiles de l'autre côté et qui s'exprime aussi
par ces petites cabanes à oiseaux, etc., etc. On a aussi des gens qui adorent la pêche. Alors, en adorant la pêche, ils font des hameçons. Ils les mettent en valeur ici. On a l'atelier des Cococo aussi qui font du très bon travail. On a notre ami Michel qui fait de magnifiques bijoux dont les gens aiment beaucoup, 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 beaucoup. On a des gens aussi comme Rachel. Elle n'en a pas 25, elle en a deux. Deux magnifiques peintures faites sur des assiettes et je trouve ça très, très joli. Ça fait qu'elle s'est présentée il n'y a pas longtemps. J'ai dit pour sûr, pour sûr. Alors, il y a aussi mon ami Rosario qui représente des petites choses comme ça, dont les gens aiment, des petits souvenirs. C'est quand même très agréable. Il y a notre ami qui est ici depuis nombre d'années. Je crois que c'est une des seules, je pense, qui est ici depuis El Pianette. Elle fait un magnifique travail, cette dame. Tous ses produits sont faits à base de verre, mais tous du verre recyclé. Alors, c'est quand même très intéressant, puis elle fait du merveilleux travail, comme on peut le constater. C'est magnifique aussi. Cette année, vois-tu, même de ça, il y a eu un changement en collaboration avec l'ATR. Alors, on a presque toutes les informations nécessaires sur ce qui se passe dans Charlevoix. Pour au niveau du tourisme, naturellement. Quand le touriste arrive ici, c'est commode de leur dire quelle place que vous allez, quelle journée vous allez faire. Ben voilà, c'est ça. On a les informations du Grand Charlevoix-Est et Ouest aussi. Les deux centres, j'ai les informations. C'est la première fois cette année que je suis complet là-dessus. On a limité les artistes à 3 toiles cette année, ce qui nous a permis d'en inviter beaucoup plus. Et aussi, on a permis aux artistes, on leur avait demandé d'apporter un cahier ça représente un peu le travail du début jusqu'à aujourd'hui de ces artistes-là. Alors, c'est quand même très agréable, comme on peut le constater sur la table. Ils ont tous participé. Ici, en avant, on a un peu un générique, je dirais un générique, un global de Petite-Rivière Saint-François, son histoire, et de quelle manière les gens ont vécu, qu'est-ce que c'est qu'ils ont vécu, et comment ont-ils passé le temps. De quelle manière que le temps a fait son cours, à les virer jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a d'un côté, comme je disais tout à l'heure, l'histoire, et de l'autre côté, on a aussi l'histoire, mais le plus vécu de 1940 à les virer jusque dans les années 70. Alors, si on regarde bien Petite-Rivière-Saint-François, on espère la garder pittoresque, petit village pittoresque, et aussi, il faut s'adapter à ce qui s'en vient. Alors, j'espère que les deux vont pouvoir se marier. Alors, à TVCO, je vous dis un gros merci d'avoir arrêté et vous serez toujours les bienvenus. Deuxième arrêt au domaine Aligorie, à la coopérative de solidarité L'Affluence située au pied du massif de Charlevoix. L'entreprise qui fête son tout premier anniversaire opère à la fois un café-bistrot, un camping sauvage et une auberge. Sa mission vise à protéger et à mettre en valeur l'héritage naturel et culturel du domaine et de la région. Léa Landry-Massicotte, Guillaume Néron, vous êtes cofondateur, co-coordinateur de la coopérative de solidarité L'Affluent. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le concept et sur les services que vous offrez? Oui, bien sûr. Dans le fond, la Coupe L'Affluent, c'est ici au domaine Aligorie, à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, dans le fond, on a repris ce site patrimonial-là pour le transformer, dans le fond, dans un domaine écotouristique. Donc, ici, on est dans l'auberge de jeunesse. Il y a aussi le café culturel, les emplacements de camping rustique et la cabane à sucre.
Donc, dans le fond, le but, c'est vraiment d'offrir des services abordables et aussi pour la population locale et pour les gens de passage, de créer un lieu de rassemblement, dans le fond. Vous avez planifié des activités pendant 3 ans. Vous avez commencé en 2015 à envisager le concept. Vous avez ensuite, vous avez ouvert en août 2018. Juillet 2018. En juillet 2018, donc ça fait 1 an à partir d'aujourd'hui. Et donc là, 1 an plus tard, êtes-vous en mesure d'offrir tout ce que vous aviez escompté d'offrir ou avez-vous encore des objectifs, des trucs à développer? Ben là, en fait, on est pas mal sur notre ligne. Là. On est sur notre X. Mais présentement, on a les services d'hébergement, le café culturel qui est en marche avec les terrains de camping. Puis notre objectif là, pour l'année qui s'en vient, c'est vraiment la mise en place des unités de prêt à camper. Fait qu'on va avoir dès cet automne, en fait, une plus grande unité, une yourte qui va servir de dortoir supplémentaire, en fait, à l'auberge jeunesse. Puis on va éventuellement aménager là, d'autres unités plus familiales, petites, là, en fait, en formule tout inclus, là, dans le fond, avec lit, literie, petite cuisinette, où les gens vont pouvoir camper 4 saisons, en fait. Fait que ça, c'est la suite. Puis là, on est en train de développer des activités d'animation. Il y a tout le volet culturel là, qui vise à animer le site comme il faut, en fait, au fil des prochaines années, qui va prendre place là, dans les prochains mois. Ouais. Si on pense à l'hébergement, vous êtes en mesure en ce moment d'accueillir combien de personnes? Autant au camping qu'autant que dans la maison. Combien de visiteurs pouvez-vous accueillir en ce moment? Dans le fond, dans l'auberge ici, il y a 15 places en tout. Donc, il y a 3 chambres privées, 2 petits dortoirs. En camping, on a 20 emplacements de camping rustique. On peut recevoir comme environ, je dirais, dans l'auberge, c'est 17 personnes au maximum. Puis par la suite, en terrain de camping, mais des fois, on peut avoir jusqu'à une 50aine, 60aine de personnes là, en même temps là, sur le site. En ce qui a trait au café culturel, vous proposez divers produits. Votre mandat est évidemment de promouvoir les produits locaux. Quels sont ces produits? Ben, en fait, c'est ça. À la base, on essaie vraiment de travailler en économie circulaire globalement là, à la coop. Donc, autant dans l'hébergement que même au café. Nos fournisseurs ont été soit des artisans locaux ou des producteurs locaux. Par exemple, dans l'auberge ici, ben, tous nos lits sont faits par l'artiste artisan Jean-François Lette aux éboulements. Nos matelas viennent d'une petite entreprise familiale à Saint-Hyacinthe. Nos couettes viennent du bas du fleuve. On essaie vraiment de trouver d'abord au Québec. Puis après, pour ce qui est de la nourriture au café, mais c'est tous des producteurs régionaux, en fait. Donc, ça va du café jusqu'à, finalement, les fruits qu'on retrouve dans les smoothies. Je ne sais pas si tu vas en nommer quelques-uns, Léa. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, il y a le café Charlevoix pour le café, les viandes biologiques, le Jardin du Centre, la Bordée de Corneille. Puis ensuite de ça, on a aussi comme le petit volet boutique qu'on a, qui est vraiment tout petit là, pour le moment, mais qu'on retrouve, par exemple, Aime le miel, la Fabrique de Lille, plusieurs petits artisans comme ça. Une particularité de votre entreprise, c'est le fait que c'est justement une coopérative. Vous comptez, j'imagine, plusieurs membres pour vous soutenir. Pouvez-vous nous parler d'abord de cette décision-là d'avoir décidé de concevoir une coopérative et aussi, en fait, des attraits en fait, de ça, de la structure? C'est ça. Oui, en fait, on a choisi le modèle coopératif initialement. Je pense que ça se prêtait bien au type de projet qu'on voulait faire. Puis c'est aussi dans la méthode dont ça s'implante. Nous, on voulait vraiment aller chercher une adhésion sociale. Donc, les coopératives, c'est des entreprises qui ont une structure démocratique. Donc, on a un ensemble de membres. Dans notre cas, on est une coopérative de solidarité. Donc, ça permet la multiplication des catégories de membres. Des fois, on a des coops de travailleurs où là, c'est principalement des gens qui donnent un milieu de travail à leur image. La coop de solidarité, elle, il va y avoir des travailleurs, mais il peut y avoir d'autres types aussi de membres. Donc, nous, ça nous permettait d'aller chercher, c'est ça, d'autres gens dans le projet, d'inclure les gens dans notre projet d'entreprise. Alors là, on a des membres travailleurs. Dans ce cas-ci, moi, Léa, nos autres employés. Il y a des membres de soutien. Donc, c'est la plus grande catégorie de membres. C'est des gens qui vont supporter le projet, qui avaient l'intérêt de voir le site ici, le domaine Algorithme, être revitalisé, ou qui voulaient se créer un lieu de rassemblement, un lieu de rencontre, ou qui trouvent que notre initiative est vraiment bonne, fait qu'ils ont décidé d'adhérer et de soutenir le projet.
Puis ensuite, on a les membres producteurs. Là, présentement, on a un membre producteur qui est l'Auberge à Courtepointe. C'est une autre entreprise ou une autre entité qui dispense un service pour la coop, mais sans nécessairement être la coopérative. Donc là, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a quand même un lien d'usage au sens où tout notre service de buanderie est fait à l'Auberge à Courtepointe. Donc, on n'a pas de buanderie sur place. Là, nos draps sont lavés ailleurs. Puis on a fait ce choix-là, en fait, c'est vraiment initialement parce que ça permettait de... Nous, on trouvait que ça traduisait mieux les valeurs fondamentales qu'on essayait de mettre de l'avant. Au-delà de l'idée de juste faire de l'argent, oui, il y a on vit pas que d'amour et d'eau fraîche, là. Notre objectif, c'est quand même d'être viable économiquement. Mais d'abord, c'est la mission. On voulait que ça ait un sens. Fait que le modèle coopératif permet vraiment de centrer, dans le fond, les activités de l'entreprise sur cette mission-là. En gros, c'est ça, là. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que nous, on a fait ce choix-là, dans le fond, pour ce qui est de la coop. Ouais. Vous êtes deux personnes qui ne viennent pas de la région de Charlevoix à la base, mais vous avez tout de même pris la décision de venir vous implanter ici, de venir habiter ici. Qu'est-ce qui vous a séduit à Charlevoix ou à Petite-Rivière-Saint-François? Pourquoi avez-vous décidé de vous établir ici dans la région? Oui. Dans le fond, déjà, à la base, le projet n'avait pas de lieu physique, là. Fait qu'on est venu visiter le lieu ici. On voulait vraiment que ça s'implante, comme Guillaume l'expliquait tantôt, dans un endroit où est-ce qu'il y avait la volonté de recevoir un projet comme ça. Fait qu'on l'a vraiment développé avec les gens de la région. Fait que leur accueil, leur chaleur humaine, puis après ça aussi tout le potentiel que la région avait, tout ce qu'il y avait à offrir. Donc la montagne, on est juste à côté du fleuve, le grand réseau de sentiers. Donc c'est vraiment quelque chose qui offre une multitude de possibilités, puis qu'on se sent bien. Aussi, le but, c'est de s'offrir aussi un milieu de vie à travers ce projet-là. Donc, y a quelque chose à rajouter? Fait que c'est ce qui fait que, ouais, ça fait entre autres partie des raisons pour lesquelles on s'est envenu ici. Mais, tu sais, je pense que c'est l'attrait là, de la région. Là. C'est une région qui a beaucoup à donner puis beaucoup à offrir. Fait que pour nous, c'était pas un choix difficile que de venir s'établir dans la magnifique région, finalement, de Charlevoix. Là. J'inviterai les gens à nous suivre sur nos réseaux sociaux, en fait, Coop L'Affluent sur Facebook, Instagram, site web, parce qu'on est quand même une petite entreprise assez dynamique. Il y a plein d'événements qui s'en viennent, fait que restez à l'affût, puis vous allez pouvoir trouver des informations sur nos activités à venir. Voici ce qui conclut notre tournée à Petite-Rivière-Saint-François. Comme nous expliquait M. Tremblay de la Chapelle-Maillard, le principal défi auquel est confrontée la municipalité est de savoir bien s'adapter aux changements et de pouvoir préserver son identité. On pense notamment à l'arrivée du Club Med en 2020 et des impacts que cela pourrait avoir sur la communauté. D'ailleurs, une entreprise qui a réouvert ses portes récemment pourrait bénéficier d'un petit coup de pouce grâce à cela. C'est le cas de l'épicerie du village qui est réapparue sur la rue principale après 2 ans de fermeture au grand bonheur des résidents. Les propriétaires souhaitent mettre l'accent sur des produits à saveur locale. Ici Thomas Léger de TVCO et je vous invite à venir visiter ce magnifique village.